Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde et dans le magazine de l'art de vivre Nec Plus Ultra. Depuis les Maldives, j'ai de la chance, j'ai le plaisir de partager avec vous ces 26 minutes où vous allez le voir, le talent et les savoir-faire génèrent quelques jolies émotions sommaires. Du verre sous la verrière du Grand Palais, visite d'un jardin géant. L'entreprise Filippo a l'art de faire tapisserie. Voyage culinaire à Londres avec 46 chefs étoilés. Je vous parlerai de Falumanfushi Uvadu Atoll, je l'ai bien dit une autre fois. Aujourd'hui, pour commencer les festivités, direction le Grand Palais où une expérience innovante et audacieuse nous attend. L'art du jardin propose un concept nouveau. Oui, ça existe, on n'en attendait pas moins d'autres de toi. Depuis 10 ans, les amateurs de jardin étaient verts de colère, privés de leur salon. Cette année, l'art du jardin repousse. Le temps d'un long week-end fin mai, le Grand Palais est devenu la plus grande serre du monde. 13 000 m² de jardin, terrasses et tableaux végétaux pour oublier la grisaille du printemps parisien. Un événement qui a séduit près de 50 000 visiteurs. C'est un retour de l'art du jardin, mais j'avais toujours dit que je ne le referais que si c'était couvert. Nous allons y mettre essentiellement des fleurs, des plantes qui viennent de toute l'Europe. On a 50 pépiniéristes et au milieu de ça, il y aura des clairières dans lesquelles on trouvera tout ce qui touche à l'outdoor, tout ce qui touche à la cuisine extérieure, tout ce qui touche à cet art de vivre français, aux terrasses et à tout ce qu'on aime. C'est un immense jardin organisé par Thierry Huot, paysagiste et scénographe. Toutes les plantes sont représentées, des plantes très anciennes comme un olivier millénaire, des fougères arborescentes qui ont 300 ans, des collections de nymphéas, clin d'œil bien sûr à l'impressionnisme, qui est fêté cette année en France. Des nymphéas rendus célèbres par l'étoile de Claude Monet. Boris Latour-Marliac, pendant le 19e siècle, c'est ce monsieur qui a créé le nénuphar coloré. Avant l'époque de M. Latour-Marliac, il n'y avait que le nénuphar blanc, rustique, indigène en Europe. M. Latour-Marliac a trouvé une façon de croiser des nymphéas rustiques avec les nymphéas tropicaux pour créer des variétés colorées rustiques. Et vers 1889, il a décidé que la collection, sa petite collection a été suffisamment développée pour montrer au monde. Donc il est allé à Paris pour l'exposition universelle. Aussi présent à cette exposition était Claude Monet, dans le pavillon des artistes. Les deux messieurs se sont croisés. On était déjà un jardinier passionné. Il a vu les nymphéas colorés et c'est ces nymphéas qu'on voit dans ces toiles. L'art du jardin n'a pas de frontières. Ce que nous essayons de faire maintenant, c'est de ne pas se limiter à la France, justement, et c'est de faire venir des groupes d'Anglais, des Belges, et nous avons d'ailleurs un jardin belge qui est en train de se créer, là, actuellement, et nous recréons la National 7, comme à l'époque de nos parents. Nous allons la créer avec des voitures, avec des malles de pique-nique, et on pourra pique-niquer. Invité d'honneur, l'architecte paysagiste belge Éric Donte. Notre démarche pour présenter la Belgique à l'art des jardins, c'est surtout le contenu. D'une part, la Belgique est un pays où il y a beaucoup de jardins, mais pas tout le monde les connaisse, parce que ce sont des lieux privés, ce sont des résidences. Mais d'autre part, il y a quand même un patrimoine qui est fabuleux, mais il est un peu caché. Ce qui est important pour nous, c'est de montrer l'aspect conceptuel d'un paysagiste à travers des esquisses ou des modèles. C'est une invitation à cultiver son jardin secret. On a besoin du végétal en ville. On a besoin de cette notion de vague verte. S'il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas de vie, et s'il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas d'insectes. Et donc, l'important, c'est cette transmission d'informations, que les grands-parents puissent parler aux enfants, que les enfants puissent s'émerveiller devant un animal. On entend là le paon, on entend là d'autres perroquets, c'est-à-dire le lien de cette nature vivante au cœur de la ville. La nature urbaine est fondamentale. Un arbre pousse 7 fois moins vite en ville que dans la nature. Les pépiniéristes les installent donc adultes dans les parcs. Un arbre qui a 20 ans, quand on le sort de terre,
Et avant qu'il n'aille fleurir un parc, par exemple, ou être installé dans un parc, il va être enlevé de la terre et être reposé dans un endroit pour 2 ans, 3 ans, le temps qu'il recrée son tissu racinaire. Ensuite, on va le laisser grandir encore et à nouveau, on va le redéplacer pour 2 ans, 3 ans. Et tout ça est expliqué ici. Et c'est là où on voit à quel point l'arbre, aujourd'hui, est un art. Cultivés sur des terres de bruyère, les rhododendrons illuminent les jardins au printemps grâce à leur abondante floraison. Chez nous, nous avons 600 à 700 variétés de rhododendrons différentes. Nous avons l'une des plus grosses structures en Europe et où nous disposons plus de 60 hectares de culture de rhododendrons. Il est à savoir que dans les rhododendrons, nous arrivons à couvrir une floribondité qui va de fin avril jusqu'à la 3e semaine de juin. Donc c'est un genre qui émerveille le jardin pendant plus de 2 mois. C'est quand même extraordinaire. Pour les faire durer, il faut avoir la main verte et la main lourde sur l'arrosoir. Il lui faut de l'ombre, de l'humidité et de l'hygrométrie. Nous avons un arboretum de 25 hectares que j'ai essayé de recréer en miniature ici. Nous avons à peu près 450 variétés, jusqu'à des variétés qui font plus de 10 mètres de haut. Pour Christian Dior, le jardin était une véritable passion. Il a même construit une roseraie dans sa maison familiale de Granville, l'occasion de découvrir l'immense variété des roses. Nous avons mis en avant la collection des roses de peintre, qui sont toutes les roses striées, qui sont une spécialité des pépinières Georges Delbar. C'est tout le travail de recherche et d'innovation qui est la quintessence de notre société et qui permet, en croisant un rosier avec un rosier père, avec un rosier mère, on finit par obtenir des choses un peu originales comme de la rose striée. Les roses, un des nombreux trésors de la nature. Voir fleurir la nature est un bonheur tous les jours, c'est un bonheur simple, c'est un bonheur accessible. Et je trouve que cette période qui est la nôtre, si difficile, a besoin de ça. Et c'est de ce fait un message très économique à envoyer à nos gouvernants. C'est faites des jardins et la France ira mieux. Admirer un jardin, un bonheur simple qui rend vert de plaisir. Vivement l'année prochaine, tapissier décorateur depuis 1953, Jean-Paul Philippot et son fils Alexandre perpétuent des techniques avec une maîtrise qui séduit les meilleurs décorateurs de la planète et qui nous ont émerveillés. Rencontre. Les Philippot font tapisserie depuis 3 générations. L'entreprise est aujourd'hui dirigée par Jean-Paul Philippot. Depuis plus d'1 an, il est secondé par son fils Alexandre. L'atelier compte une vingtaine de collaborateurs, dont une meilleure ouvrière de France. Il travaille avec des clients privés, des architectes et des décorateurs, comme ici avec Vincent Darret, et puis avec François-Joseph Graff. Entreprise du patrimoine vivant depuis 2006. Donc c'est toute une philosophie qui est attachée à l'entreprise, entre la réalisation et l'organisation. Voilà, donc c'est quand même un plus. Et en matière de tapisserie, peu sont élus en tant qu'EPV. Reconnus pour la qualité de leur savoir-faire, les Philippot travaillent sur des sites prestigieux, comme ici au château de Champs-sur-Marne. Fermé depuis près de 6 ans pour travaux, il a rouvert en juin. Dans une restauration comme celle-ci, le challenge n'est pas libre. Il est complètement sous la direction et la surveillance d'un architecte en chef des monuments historiques et des conservateurs. Donc l'idée était de remettre la pièce, entre guillemets, dans son jus d'origine. Pour être réussi, la restauration doit être invisible. On a soumis un lait ancien à la Maison Prel, Grand Soyeux de Lyon, qui a refait une cartographie du dessin et qui nous a retissé spécialement le métrage nécessaire dont nous avions besoin. Tout est réalisé selon des techniques traditionnelles. Ici, nous avons préparé un logement, vous allez le voir tout de suite, voilà, où le tissu va être encollé sur l'arrière, mis au raccord, et bloqué dans ce logement, de façon à ce que la finition soit parfaite le long du cadre de glace, sans s'écarter suite à la tension qui lui sera soumise.
On essaye de mettre au goût du jour les techniques qui nous permettent de valoriser nos mises en œuvre, mais aussi de respecter la tradition ancienne. À savoir qu'ici, il n'y aura pas d'agrafe. Nous travaillerons uniquement à la semence. Les semences sont les clous des tapissiers. Pour les tissus, l'atelier se fournit en France, à Lyon et à Tours pour les soieries et impressions, dans le Nord pour les velours et jacquards. C'est toujours au départ la main de l'homme qui est entraînée par la tête, ça je le dis très souvent. Avec des outils, on va dire, classiques. En ce qui concerne ici l'atelier de couture, aiguilles, ciseaux, mètres, si vous voulez. Voilà. Il y a encore beaucoup de travaux où les machines ne sont pas prêtes à remplacer, pour ce type de travail, la main de nos tapissières couturières ou de nos tapissiers garnisseurs. La main et la tête. L'atelier restaure des tapisseries, crée des textiles et garnit des sièges. La sensualité dans notre métier, c'est aussi quelque chose de très important, puisqu'on travaille des matières brutes qui vont du bois d'un siège, au crin, au ressort, et puis quand on monte à l'étage ici, les velours, les soieries, les velours de soie, les taffetas, les lampas. Puis les matières ont une odeur et une vie, et puis vous vous dites que nous travaillons non pas pour un environnement qui va s'arrêter demain, mais un environnement durable. Donc on se dit que plusieurs générations verront le fruit de nos travaux, de nos mises en œuvre. Tradition rime aussi ici avec innovation. Sous l'impulsion notamment d'Alexandre Filippo, l'entreprise propose des meubles au design innovant. Donc ici, un canapé ours polaire avec un velours de mohair. Donc assez compliqué à en travailler. Ce qui a été compliqué, c'est toujours sur ce mobilier-là, c'est la réalisation des galbes qui est à la fois cintrée sur l'extérieur et à la fois cintrée sur l'intérieur. Pour le salon AD Intérieur, le décorateur Vincent Darret leur a demandé de réaliser ces sièges à l'allure folle. C'était un peu un défi à l'entendement avec ses formes anachroniques, concaves, convexes, voilà, avec un velours qui n'est pas spécialement destiné à être mis en œuvre sur ce type de forme. Et puis, si vous voulez, de relever un challenge et quand même un petit sel dans la vie de tous les jours qui vous sort de Louis XV, du Louis XVI. Voilà, donc si vous voulez, le contemporain nous attire et nous emmène vers justement des recherches un petit peu plus subtiles. Cela passe notamment par un travail sur les textiles chauffants et les fibres optiques. On a des projets, on va dire, sur des matériaux plus innovants, qui s'apparentent un peu à de la technologie, comme la fibre optique, tous ces matériaux qui, je l'espère, demain seront des matériaux d'avenir et qui permettront à l'entreprise de s'orienter ou de diversifier une fois de plus l'activité. Mais leur principale richesse reste leur savoir-faire zéro défaut. Encore du talent, cette fois-ci en 46 exemplaires. Ce sont les 46 chefs venus du monde entier pour suivre le tour du monde gastronomique, commencé il y a 3 ans. Cette année, le terroir britannique est à l'honneur, une prouesse gastronomique au service d'une œuvre qui lutte contre la faim dans le monde. Paradoxal, mais efficace. Direction Londres. Ce dîner va nous faire oublier certains clichés sur le Royaume-Uni. Non, sa gastronomie ne se résume pas à quelques fish and chips ou autres gelées colorées. 46 chefs venus de 13 pays vont nous le prouver. Le gala annuel des Relais et Châteaux a réuni près de 600 convives. Des gourmets exigeants qui ont pu apprécier les menus réalisés par des équipes de 3 stars des fourneaux. Une seule consigne, mettre à l'honneur les ingrédients du terroir britannique, et notamment les poissons et fruits de mer de l'île. C'est la 3e étape d'un tour du monde qu'on a commencé à faire avec les grands chefs de Relais-Châteaux. En effet, c'est 160 chefs, des talents de la gastronomie dans 60 pays différents. Voilà, et certains d'entre eux, 46, se retrouvent ici à Londres pour fêter la gastronomie à travers le terroir de l'Angleterre, de l'Écosse et du Royaume-Uni.
L'événement s'est déroulé au cœur de la City, sur les bords de la Tamise, au hall Billingsgate. Il s'agit du 3e dîner de gala du groupe hôtelier. Nous avons commencé d'abord en France, quand la gastronomie française est rentrée dans le patrimoine immatériel de l'humanité. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'il faut aller à la rencontre de différents terroirs. L'année dernière, c'était les États-Unis et cette fois-ci l'Angleterre, parce que c'est un grand carrefour de produits, des talents, et qui est en train aujourd'hui de produire de très très belles choses. Fondés en 1954 par des hôteliers français, les Relais et Châteaux veulent promouvoir l'art de vivre. La marque possède aujourd'hui des établissements sur les 5 continents. C'est un dîner dans lequel nous associons chaque année une charité. Donc cette année, c'est une association qui donne à manger à 7 millions de personnes partout dans le monde. Et donc s'appelle Action Against Hunger. Et donc ce sont des gens qui vont dans les pays où les gens souffrent et ils essayent de leur apporter à manger et aussi de l'eau. Cette année, plus de 120 000 € ont été reversés à Action contre la faim. Une somme récoltée grâce à la vente aux enchères de voyages d'exception, comme la Route du Bonheur, un séjour reliant les 31 établissements d'Angleterre et d'Irlande. Pour le dîner, les convives ont pu choisir entre 15 menus réalisés à 6 mains. C'est quand même d'une complexité importante de faire cuisiner 46 chefs. Et donc on a décidé que c'était des équipes de 3 chefs qui allaient faire un menu pour chacune des tables. Donc chaque table a un menu différent, mais tous les menus sont composés de produits du terroir anglais. Donc on leur a donné à choisir entre les coquilles Saint-Jacques, des belles viandes anglaises, même de l'homard. Et donc chacun peut faire usage de son talent pour créer une recette qui sera servie ce soir. Hélène Darroze a ainsi réalisé un tandoori de homard de Cornouailles accompagné de confits d'agrumes et de carottes. Autre déclinaison avec Jérôme Ferrer, le chef canadien. Et de découvrir la culture culinaire londonienne et de la Grande-Bretagne, c'est exceptionnel. Aujourd'hui, moi, à Montréal, je fais une cuisine d'exception gastronomique française avec des produits locaux. Et aujourd'hui, je peux retraduire ma même cuisine avec des produits d'ici, comme le homard de Cornouailles, truffé avec un beurre blanc au champagne. Les équipes ont souvent été formées par affinité. Alors là, ce soir, nous sommes un trio qui nous connaissons déjà depuis longtemps. Et Pierre Menot, qui est mon fils, qui est là, et moi, nous préparons un tourne-dos de homard. C'est-à-dire c'est du homard qui en cuisant donne du parfum à du lard gras. Et théoriquement, mon rêve, ce serait qu'on mange le lard gras et qu'on jette le homard. Pas sûr que son rêve se réalise tant l'assiette est appétissante. Le chef japonais Hiroshi Yamaguchi a choisi de travailler des coquilles Saint-Jacques avec des épices et des herbes. D'autres chefs ont préféré les préparer gratinés avec des morilles, des asperges. Chacun a ainsi peu exprimé sa personnalité. Voici la recette du chef de la maison Trois Gros. J'ai choisi des coquilles Saint-Jacques écossaises et elles m'ont inspiré un plat de tradition familiale et française qui sont des coquilles Saint-Jacques à la nage. Donc voilà, j'ai réalisé une nage avec un vin de Sancerre. Donc on est sur l'acidité et la minéralité du vin. L'occasion pour les chefs d'échanger autour des fourneaux. Il y a une élaboration de parfums, de palette de parfums, de textures pour créer une expérience qui vous donne un grand sourire. Un événement basé sur la convivialité. On se partage ces stands à 3. Il y a un Autrichien qui fait un homard et après il y a un Lyonnais qui fait une quenelle. C'est un voyage gustatif. Moi je vais faire un poulet, c'est un poulet anglais avec des asperges et des morilles. Autre recette, un poulet accompagné de morilles et de choux marinés par cette chef de Taïwan, l'une des rares femmes. Les cuisines ont été construites sur mesure pour l'occasion et les plats sont tous préparés en direct devant les convives, le tout arrosé par des grands crus d'une célèbre maison de champagne. Ça donne une dimension un peu extraordinaire de notre métier, dans des cuisines où on n'a pas l'habitude d'être.
Voilà, c'est des événements qui sont très, très particuliers par leur conception, par le fait qu'on y met beaucoup de soi-même et qu'il faut toujours rester dans le très très haut niveau. Moi j'aime bien, c'est des défis et en même temps des rencontres et du partage qui est fantastique. Un dîner unique pour une très belle œuvre, ces chefs ne devraient pas retravailler ensemble avant la prochaine édition. C'est déjà fini. Merci de nous avoir suivis. Merci à Clarence de nous avoir reçus à l'hôtel Résidence aux Maldives. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde ou sur notre page Facebook pour voir ou revoir l'émission pendant 3 mois. Et en attendant, voici notre coup de cœur puisque le luxe est une histoire de cœur. Au revoir. Pour la première fois en France, les plus belles créations des verriers de Murano sont présentées au musée Mayol à Paris. À travers 200 œuvres, l'exposition Fragile retrace l'histoire de ce verre mythique de la Renaissance à nos jours. L'île de Murano est située au large de Venise. C'est la capitale des souffleurs de verre. De génération en génération, ils se transmettent les secrets de fabrication de ces pièces colorées. Une exposition à découvrir absolument jusqu'au 28 juillet.